Bonjour à tous les élèves qui se sont gentiment abonnés sur ma chaîne et n'hésitez pas de vérifier si je vous ai bien mis votre 20 sur 20 de bienvenue pour s'être abonné justement à cette chaîne de cours de PSE. Dans cette vidéo, nous allons faire une mise au point sur les activités que nous avons fait en classe. Donc, si vous étiez absent, c'est pas grave. Vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il faut en corriger dans cette petite vidéo. Alors, comme elle est assez conséquente, j'ai prévu d'en faire deux parties. Je vous explique tout ça. Donc, un petit rappel, le module 5, en fait, traite de l'environnement économique et de la protection du consommateur, et nous allons essayer de vous aider à adopter une attitude critique et réfléchie face à l'information disponible, de prendre conscience de la valeur de la loi, de l'engagement et de ses droits et ses devoirs en tant que consommateur. Donc assez sympa comme objectif. Donc on a déjà fait une vidéo sur la gestion du budget, comment bien gérer son salaire, et on va voir la suite, comment bien dépenser son salaire avec l'achat d'un bien. Comme cette vidéo est assez conséquente, j'ai décidé d'en faire deux parties, parce que vous n'allez pas vous taper 30 minutes de ma voix là qui explique. Et donc dans cette première partie, on va voir les activités de la page 115 à 117, si je ne me trompe pas, du livre. Et l'objectif, ça sera de connaître les différentes modalités d'achat d'un bien et de gérer sa capacité d'endettement. On commence toujours par analyser la situation. Là, on va le faire grâce à l'outil QQ au QCP. Donc on a une petite BD et avec l'histoire de Kenzo, et on va essayer dans un premier temps d'identifier le problème. Donc pour identifier le problème, rappelez-vous, on commence souvent par poser une question: comment acheter des biens sans se trouver en difficulté financière? C'est ce que je propose. Vous avez peut-être proposé ça avec vos mots à vous. Souvent ça correspond à l'objectif qui est en haut, et l'important c'est de prendre un petit peu de la hauteur, pas juste rester sur la situation de Kenzo. Alors, de qui s'agit-il? Qui est Kenzo? C'est un jeune homme de 22 ans, il vit près de Paris, il a une petite amie qui lui a prêté de l'argent, les établissements de crédit par l'intermédiaire d'une banque ou d'un magasin. Quel est le résultat des achats à crédit? Il ne peut plus faire de nouveaux crédits, il a des difficultés à rembourser ses emprunts. Où le problème apparaît-il? On n'a pas trop de détails, éventuellement on avait dit qu'il était sur Paris. Depuis combien de temps achète-t-il à crédit? Depuis 3 ans. Combien a-t-il contracté pendant cette période? Il a contracté 4 crédits. Comment en est-il arrivé à cette situation? Il a emprunté trop d'argent en faisant plusieurs crédits. Pour quel motif s'est-il endetté? Il a voulu emprunter pour voyager, il a acheté pas mal de produits alimentaires, je suppose sans compter, sans faire de liste. Il a acheté des vêtements, il a acheté une voiture, il a été pris par une frénésie de dépenses sans faire ses comptes. Ce qui nous emmène à la deuxième étape, où on va essayer de mobiliser des connaissances, parce que c'est vrai que tout ce chapitre traite d'événements, de faits, de la vie de tous les jours, de la vie courante. Vous êtes tous au courant de tout ça en étant consommateur, en étant client. Alors si c'est pas à vous directement, ça va être vos parents. N'hésitez pas à bien partager tout ce que vous avez appris avec vos proches. Donc dans cette première activité, on va essayer de bien caractériser un contrat de vente et d'identifier les engagements des deux parties. Donc on a un petit document, le document 1, où on nous explique ce que c'est qu'un contrat de vente. Ce qu'il faut souligner, c'est dans le premier paragraphe: le vendeur s'oblige à livrer une chose, l'acheteur a payé cette chose, le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur le prix et sur le produit, et l'accord peut être écrit ou verbal. Faites attention quand on vous demande de souligner quelque chose, de ne pas tout souligner, il faut vraiment être sélectif. Donc je répète, le vendeur s'oblige à livrer une chose, l'acheteur a payé cette chose, le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur le produit et le prix, écrit ou verbal. La plupart du temps, il faut le lire parce que
les contrats sont écrits vraiment en tout petits caractères et c'est pas si compliqué que ça, c'est ce qu'on va voir ensemble avec la deuxième partie. Même si c'est écrit petit, on a 4 choses à repérer sur un contrat de vente. Alors bien sûr, il s'agit d'un contrat de vente, hein, deuxième question, c'est écrit dessus. Hein. Donc en premier, on va vérifier les différentes parties qui s'engagent. Hein, et qu'il y ait bien le nom, qui soit identifié, que le vendeur et l'acheteur y ait bien leur nom. Deuxièmement, on a dit qu'on se mettait d'accord sur le produit, donc il faut que le produit soit bien décrit clairement, qu'il n'y ait pas du tout de doute. Et en dernier, le prix. Le prix soit aussi écrit clairement. Et pour finir, un contrat c'est un engagement, donc il faut qu'il soit écrit et signé. Alors c'est vrai qu'on a dit que ça peut être aussi verbal, fait à l'oral, quand il s'agit de biens avec un petit prix. La plupart du temps, quand on va faire un contrat de vente, il y a une bonne somme hein, qui est en jeu. Et des fois, où on veut avoir des précisions sur le délai de livraison, sur la livraison du produit. Alors, on va voir si vous avez compris. Donc, je vais vous proposer une série de vrais-faux. Alors, pendant l'exposition, le tableau a été abîmé par un visiteur. Le vendeur rembourse les 50 € versés par l'acheteuse. Vrai, c'est écrit dans le contrat et le vendeur est lié par celui-ci. Le 20 mars 2012, l'acheteuse change d'avis, elle ne veut plus de ce tableau. Le vendeur rembourse les 50 € versés par l'acheteuse. Faux, en signant le contrat, l'acheteuse s'est engagée à prendre livraison du produit et à en payer le prix. L'acheteuse souhaite offrir ce tableau le 30 mars pour un anniversaire. Elle peut exiger que le vendeur lui cède le tableau à cette date. Faux, c'est imposé dans les conditions générales. Si on regarde bien, elle ne peut pas disposer du tableau avant le 31 mars. Le vendeur refuse de livrer le tableau après l'exposition. Le temps passe, l'acheteuse perd ses 50 € et tant pis pour elle. Faux. Le vendeur n'a pas exécuté son obligation de livraison. L'acheteuse peut intenter une procédure judiciaire. On passe à l'activité 2. Comment régler ses achats avec le moyen de paiement le plus adapté. L'objectif va être de différencier les différents modes de paiement et distinguer les intérêts et les limites de chacun. Donc les différents moyens de paiement que l'on va avoir dans le document 3, on va avoir le cyberpaiement, opération bancaire par Internet, la carte de crédit, carte de paiement utilisable dans la chaîne de magasins par laquelle elle a été émise, et la carte bancaire, carte électronique qui permet de régler les achats et de faire des retraits en espèces. On va avoir l'argent liquide, on dit aussi les espèces en pièces et billets. On va avoir le titre interbancaire de paiement, coupon accompagnant une facture, hein, assigné à renvoyer accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Et la somme sera prélevée. On peut aussi avoir des mandats. On a le prélèvement automatique qui permet à la banque, si on signe une autorisation de prélèvement, de payer la personne à qui on doit de l'argent en prélevant la somme directement sur son compte bancaire. Ça, c'est bien pratique pour les factures si on veut respecter les dates limites sans avoir de pénalité. Et pour terminer, on a le chèque, document normalisé avec lequel le titulaire du compte donne l'ordre à son banquier de payer au bénéficiaire de ce papier la somme inscrite sur celui-ci. On va essayer de voir l'exercice numéro 2 pour chaque situation, les intérêts et les limites et le mode de paiement choisi, hein, qui sera le plus efficace, le plus approprié. Alors, pour le pain, bien sûr, le mieux c'est de payer en espèces.
Donc les intérêts, c'est qu'il n'y a pas d'écriture, et puis ben voilà, hein, on n'a pas à réfléchir, hein. Et les limites, ça va être, on peut simplement payer en direct, il n'y a pas d'envoi. On risque de se faire voler ou de perdre ses sous, hein. Je sais pas si ça vous est arrivé déjà. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, il faut par contre aller chercher des billets à la banque, enfin des espèces à la banque. Et bon, il y a le risque de faux billets. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas pratique du tout pour les grosses sommes. Pour le médecin spécialiste, je suppose que vous avez trouvé comme moi le chèque. Les intérêts du chèque, c'est que ça évite de circuler avec de l'argent liquide. Et les limites, il peut être refusé. Et c'est vrai qu'il nous demande une pièce d'identité. Et on peut, il peut y avoir une utilisation frauduleuse. On peut se faire voler son chèque. Le cyberpaiement, donc quand on va acheter par Internet. Alors, c'est simple et rapide. Et alors, il y a pas mal de limites, il y a pas mal d'inconvénients. Donc, on va se retrouver avec impossible entre particuliers. S'il y a une erreur sur la somme, c'est difficile de la réparer. On peut se faire hacker, hein, il peut y avoir une utilisation frauduleuse possible. On peut se faire pirater notre compte, pardon. Ensuite, le vendeur, il faut qu'il s'équipe d'un TPE et ça coûte cher. Et il y a l'équipement du vendeur qui est nécessaire. Service payant, plafond de paiement et de retrait. J, inconscience des sommes dépensées. Et K, usurpation des numéros de carte. Donc là, il y avait pas mal de limites pour ça, hein. Pour payer son forfait tous les mois, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, le mieux c'est le prélèvement. Simple et rapide, paiement automatique, effectué à la bonne date sans risque d'oubli. Les limites, ça sera A, B et J. Donc, inconscience des sommes dépensées. S'il y a erreur, c'est difficile de la réparer. Et paiement entre particuliers, impossible. Ensuite, on va avoir, quand on va au supermarché faire ses courses, hein, pour la semaine, et qu'on paye par carte bancaire, les intérêts simples et rapides, évite de circuler avec l'argent liquide, largement accepté par les commerçants. Les limites, A, paiement entre particuliers impossible, D, risque de vol ou de perte, I, service payant, plafond de paiement et de retrait, J, inconscience des sommes dépensées, K, usurpation des numéros de la carte. Voilà, c'est terminé pour cette première partie et je vous donne rendez-vous, si vous avez toujours du courage, pour la deuxième partie avec le crédit et le surendettement.